Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là ce matin pour un petit déjeuner Craft Leadership sur les systèmes de valeurs et leur mise en œuvre pour les dirigeants. On est accueilli chez Seabird par Cyril Vu, qui est le président de ce beau cabinet de conseil. Cyril, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour et bienvenue. Ravi de vous accueillir chez Seabird. On a beaucoup de chance d'être dans ce quartier Europe qui est très sympathique et que les consultants adorent. Donc Seabird, très rapidement, c'est une société de conseil, 200 collaborateurs, on intervient principalement dans le secteur de l'assurance et un peu dans le secteur de la gestion d'actifs et de la banque, donc secteur financier. Et on accompagne tous ces acteurs à les transformer. Et la singularité peut-être de l'aventure Seabird, pour faire assez court, c'est qu'on a une gouvernance et un écosystème un peu particulier, puisque la société de conseil est possédée, détenue par une fondation actionnaire à hauteur de 23% et a mis en place un système d'actionnariat salarié et de participation de salariés au capital. Il possède 15% de capital et c'est une société qui est également société à mission et bénéfique corporation. Voilà. On coche beaucoup de cases, c'est pas pour ça qu'on l'a fait, mais on a un engagement dans cet écosystème qui est assez singulier et qui se frotte à la réalité du monde, des valeurs et des nécessités de rentabilité économique. Et je crois qu'on va en parler. Merci beaucoup Cyril et merci comme à chaque fois pour votre accueil ici. En quelques mots, je vais introduire qui est l'association HLU et puis après, bien entendu, on va rentrer dans notre sujet du jour. Alors, pour vous dire qui sera présent ce matin comme intervenant, Karine Darty-Perrault que je vais présenter dans un instant, qui a beaucoup d'activités diverses et variées, mais qui est là ce matin au titre de fondatrice et présidente de l'Observatoire des valeurs. Cyril qui vient se présenter, Mira Draganova qui est dirigeante, membre du directoire dans l'entreprise Naos dans le secteur de la dermoposmétique, et moi-même, président de Craft Leadership University. Pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques mots, qui est HLU? C'est une association assez originale dans le paysage de l'éducation et de l'accompagnement des dirigeants. C'est une asso d'intérêt général déjà, à caractère éducatif et scientifique, qui a été cofondée début 2021 sur une idée, une intuition même, je dirais, de Jean-Noël Thorel, fondateur de l'entreprise Naos. Et Jean-Noël Thorel a posé un constat qui est, au XXIe siècle, potentiellement, on a besoin d'une autre approche de l'éducation des leaders. Autant HEC et Harvard peut-être ont exprimé leur plein potentiel au XXe siècle et ont déployé des imaginaires du leadership appropriés pour mener une guerre économique sur toutes les mers et toutes les terres, autant au XXIe siècle par rapport à 3 défis: effondrement écologique, explosion des inégalités et usage problématique ou déviant d'intelligence artificielle, il serait grand temps de proposer de nouveaux contenus éducatifs et des nouveaux formats éducatifs. Donc ça, c'est la première intention de départ de notre université, c'est révolutionner les imaginaires et la pratique du leadership au XXIe siècle. Et pour ce faire, on a toujours, depuis le début, voulu renforcer notre approche par des fondamentaux scientifiques solides en sciences humaines et sociales et en gouvernance d'entreprise. Pour le dire autrement, HLU est une jeune et relativement petite association, mais avec une belle ambition qui est d'impulser et développer un mouvement de dirigeants partageant cette même vision, cette même ambition au XXIe siècle. Et comme nous sommes encore jeunes et encore relativement petits, on a déjà noué des beaux partenariats, un partenariat avec le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, et on travaille activement actuellement en ce moment avec le réseau Entreprendre sur justement la compréhension et la mise en acte des approches par les valeurs. Ayant dit tout ça, donc que fait HLU? De l'éducation, des parcours longs pour dirigeants, un parcours de 18 mois qui s'appelle du cœur aux actes, et des formats éducatifs courts, conférences et ateliers, des projets et programmes de recherche, principalement des projets de recherche-action, sur là encore l'évolution de la pratique du leadership. Je vous invite à les découvrir sur notre site web ou dans cette pièce, et puis des temps de partage et de débat comme ce matin. Le Craft Leadership, on ne l'a pas défini à ce stade, c'est un leadership qui est animé par l'intelligence du cœur, et à chaque fois qu'on dit cœur, ça sonne comme un gros mot dans beaucoup d'environnements. Et donc, pour décrisper un petit peu tout le monde sur le fait que HLU n'a même pas le pays des bisounours, en fait, les 3 aptitudes et traits de personnalité clés qui sont ramassés dans le mot intelligence du cœur, c'est l'intuition, l'empathie et le courage, qui pour le coup sont des mots plus familiers dans l'environnement des dirigeants, au moins pour pour intuition et pour courage, mais quand je dis empathie justement, c'est un lapsus, bien souvent la question de l'empathie et du prendre soin commence à activer une petite case qui est quel est l'équilibre entre intérêt privé et intérêt général par exemple. Bon. Donc dans un monde en pleine crise, oser finalement mettre l'intelligence du cœur au milieu des discussions, c'est pas si courant. Et on vous remercie d'être venu du coup pour ce petit déjeuner ce matin sur les valeurs et sur le leadership animé par les valeurs.
Ce qui vous donne l'occasion de vous proposer un cadre mental parmi 12 autres sur c'est quoi le leadership, puisque je viens de parler d'intelligence du cœur. Pour enfoncer un coin sur leadership n'est pas management, n'est évidemment pas seulement management. Alors si je dis autrement, dans les 4 grandes dimensions du leadership, il y a le fait d'orienter son entreprise ou son organisation dans une direction viable et souhaitable. Il y a bien entendu le management et la régulation des conflits internes ainsi que la motivation interne. Il y a la combativité, qu'on n'oublie pas, parce que là encore on n'est pas obligé des bisounours, donc aller au combat, c'est aussi chercher le positionnement. Donc c'est aller chercher le positionnement et d'aller chercher les tactiques. Il va donner. C'est d'aller chercher donc le juste positionnement, les tactiques et les alliances qui vont permettre de mener bataille. Et enfin, un des rôles du leader, c'est celui de sécuriser son entreprise pour l'avenir, de faire qu'évidemment qu'elle s'écrabouille pas demain. Et donc quand je dis sécuriser, ça peut être la sécuriser au plan économique et financier, ça peut être identifier et réduire des risques. Bon. Et en fait, chaque leader a sa propre définition du leadership, ce qui fait que souvent on ne parle pas de la même chose. Certains vont nous parler de management, d'autres vont nous parler de vision, etc. Bon. Au fond, c'est le juste équilibre et complémentarité de ces 4 dimensions qui font un leader, j'allais dire, efficace et souhaitable. Je voulais vraiment vous mettre ça en introduction parce que quand on va parler de leadership aligné avec ses propres valeurs et du fait d'embarquer des collectifs humains, internes ou externes dans une direction donnée, on touche à chaque fois à ces 4 dimensions en réalité du leadership. Et donc, pour un dirigeant, on a besoin de bien se connaître. Et ça peut paraître évident que chacun se connaît plutôt bien à 40 ou à 50 ans, mais en fait, non, bizarrement. Et c'est partant de ce constat que même un leader ne se connaît pas forcément très bien, que quand on a lancé HLU et la première édition du parcours du cœur aux actes, on a en fait souhaité nourrir cette action du leader par une meilleure connaissance de lui-même et une meilleure compréhension des autres. Et c'est là que je vais appeler Karine à me rejoindre. Karine d'Artic-Perrault qui travaille avec nous depuis le début, depuis 2021. Je t'en prie. Karine, en fait, on s'est dit que un des icebergs, ou plus exactement une des dimensions cachées de la vie de l'entreprise, c'était les valeurs. Alors, au-delà des valeurs corporates qui sont placardées dans les bureaux ou sur les plaquettes, c'était les valeurs des personnes qui composent cette entreprise qui nous intéressent. Et donc, Karine, c'est à toi pour te présenter et puis présenter les travaux. Absolument. Merci beaucoup, Hélène. Et puis, merci de ta confiance parce que c'est vrai que c'est une sacrée aventure, cette collaboration avec HLU et beaucoup de plaisir à interagir avec les dirigeants de HLU. Alors, peut-être auparavant, de quelles valeurs parle-t-on parce que je crois que c'est essentiel de clarifier un petit peu le sujet dès le départ. On n'est pas dans une valeur économique ni financière, même si quand on tape sur Google valeur, on a valeur financière qui est la première réponse. Là, par valeur, on entend l'énergie qui guide l'action. Donc, je vous ai proposé une définition puisque tout le travail finalement qui est fait avec les dirigeants d'HLU part d'un outil Kérios que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais ce qui est très important, c'est qu'ici, la valeur n'est pas hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie dans les valeurs. Il n'y a pas une valeur mieux que l'autre. Il n'y a pas des valeurs uniquement utopiques et d'autres très concrètes au socle. Non, au contraire, c'est en fait l'énergie qui guide l'action. Et vous voyez qu'à travers cette définition, une valeur est une qualité humaine à laquelle nous donnons de l'importance, qui exprime ce que nous pensons, disons et faisons, et que nous reconnaissons dans ce que les autres disent et font. Et donc, en fait, tout l'enjeu de l'approche par les valeurs en termes de leadership, c'est justement d'arriver à travailler cette cohérence entre ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on dit. Et je crois qu'on peut dire quand même que c'est un des grands enjeux de performance et de leadership de demain. Alors, l'outil Kérios, en fait, même si je vais rentrer tout à l'heure dans les détails sur la manière dont on travaille avec HLU spécifiquement, peut-être dire à quoi sert l'approche par les valeurs. Aujourd'hui, l'approche par les valeurs est telle qu'il est défini par la perspective des valeurs. C'est un outil, en fait, qui existe. Donc, c'est en ligne. Vous remplissez un questionnaire et vous avez un rapport qui est automatiquement généré. Cette approche par les valeurs, elle permet aux dirigeants, et je vais spécifiquement me focaliser sur la dimension dirigeant, elle permet déjà aux dirigeants
de mieux connaître où il en est de ses priorités. On est quand même dans un monde surchargé informationnellement, avec une guerre de l'information qui est là, avec une surcharge cognitive qui affecte toutes les entreprises, toutes les organisations. Et comme tu le disais, souvent le dirigeant se connaît, mais parfois il ne sait pas exactement la valeur ou ce sur quoi, ce qui est vraiment important à un moment T de l'évolution de son business. Et donc, ça peut être très important. Ça peut suivre, par exemple, un problème de conflit au sein de l'entreprise avec des actionnaires ou avec d'autres dirigeants. Ça peut suivre aussi un enjeu, par exemple, de transmission. Comment un dirigeant cherche à transmettre et qu'est-ce qu'il cherche véritablement à transmettre? Qu'est-ce qui est vraiment important à ses yeux en termes de transmission? On a également l'approche par les valeurs, elle peut servir la cohérence. C'est-à-dire que ce que l'on voit aujourd'hui, et c'est tout à fait le cas chez la plupart des dirigeants qui ont fait HLU, c'est-à-dire qu'il y a une forte déjà conscience d'eux-mêmes. Comme tu le disais, le dirigeant en général, il a quand même travaillé sur lui, mais souvent, il ne sait pas exactement quels sont les principes de communication ou de management qui pourraient exprimer cette attention à l'autre, cette relation bienveillante, ces conditions en fait du dialogue, cette écoute, etc. Et donc c'est là où on est vraiment dans ce que, au sens de Kerios, on appelle le management relationnel. Et on l'a vu au moment de la Covid, on a vu que les entreprises qui étaient résilientes, c'était des entreprises qui non seulement avaient tenu sur la dimension sécurité, comme tu montrais, c'est-à-dire qui avaient tenu les rênes de leur entreprise, mais qui avaient également créé les conditions d'une confiance, les conditions d'une qualité relationnelle, interrelationnelle. Et ça, c'est très important parce que maintenant, on ne peut pas faire fi finalement des singularités des uns et des autres. Vous savez qu'on est quand même dans une société très individualiste où chaque collaborateur doit finalement on doit être attentif à la singularité de chacun et à la fois créer une forme de coopération collective. Coopération, c'est quoi? C'est vraiment cette idée que le cadre éthique est essentiel. Aujourd'hui, beaucoup des entreprises et beaucoup des dirigeants travaillent à établir des partenariats, des coopérations, des alliances. On est dans un cadre éthique où il faut élaborer une certaine éthique et comme vous le savez, l'éthique évolue. L'éthique d'hier, certaines questions hier ne se posent plus, d'autres se poseront demain. Et donc, ce cadre éthique, c'est une approche en fait un peu systémique, si vous voulez, du management, en fait, permet de définir les cadres de la collaboration. Et ce management, en fait, ce terme de leadership systémique, on le voit beaucoup dans des entreprises qui ont à cœur de mettre en place, par exemple, une stratégie en durabilité ou en innovation, etc., ou en alliance ou en réseau. Et puis enfin, je finis sur cette introduction des valeurs. L'approche par les valeurs, elle permet au leader de trouver son amplitude. Et c'est là où c'est très intéressant pour les dirigeants qui font le parcours d'HLU, parce que souvent, ce sont des dirigeants qui se connaissent, qui ont à cœur, justement, de trouver les bons ressorts, les justes ressorts en termes de communication, de principes de management ou de leadership, mais qui veulent avoir un impact plus grand. Et très souvent, on a affaire, en tout cas, c'est souvent des dirigeants qui s'intéressent aux valeurs, donc c'est peut-être pas tous les dirigeants, on est d'accord, mais en fait, ce sont des dirigeants qui ont envie d'avoir un impact et qui disent, voilà, maintenant, ça suffit plus, j'ai réussi quelque part la collaboration, j'ai réussi dans le business, j'ai réussi dans mon domaine familial, etc. Mais maintenant, je veux vraiment avoir un impact éthique. Je veux vraiment agir sur la société. Et c'est cette cohérence entre valeurs personnelles, valeurs collectives et valeurs sociétales qu'on travaille et qui, à travers ce dialogue, on fait dialoguer ces valeurs et voir comment ça crée beaucoup plus d'amplitude chez le dirigeant. Alors là, je vous présente peut-être là, c'est juste pour expliquer l'approche par les valeurs, mais là, je vais vous présenter les 9 valeurs qui sont les plus partagées. C'est-à-dire qu'on a fait un petit exercice ce matin pour vous, c'est-à-dire qu'on a fait l'agrégat
de toutes les valeurs des dirigeants qui ont suivi le parcours depuis ces 4 dernières années, hein, donc de 2021 à 2024. Et vous voyez là, en fait, le résultat, c'est-à-dire que c'est cet outil, ce fameux outil perspective des valeurs de Kérios. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a quand même des dirigeants qui sont très portés par des valeurs systémiques, qui sont très portés par des valeurs éthiques, à commencer par l'écologie planétaire ou les libertés fondamentales. Vous voyez, ça c'est en fait le gros quand même de leur énergie est porté par des valeurs éthiques, et puis également une quête de sens. Une quête de sens qui est extrêmement forte. Alors c'est aussi peut-être pour ça qu'ils font le parcours, hein, pour renforcer leur quête de sens, c'est-à-dire ils ont cette quête de sens, ils ont vraiment ce sens des responsabilités, et ils sont très ouverts déjà à la dimension d'intuition. Ça, je crois que c'est très important parce que tu le disais, l'intelligence du cœur, c'est pas uniquement la dimension cœur, gentillesse, etc., même si la gentillesse est une valeur très importante. Mais là, on est vraiment dans des dirigeants qui savent que voilà, l'intuition fait partie de leur leadership. Et également, ce sont des personnes qui se ressourcent, qui aussi, et c'est intéressant de travailler avec ces personnes sur cette dimension de curiosité, de joie de vivre, parce que c'est véritablement ce qui les ressource. On va le voir, ce qui arrive très souvent, c'est qu'un dirigeant s'oublie. Il oublie en fait sa dynamique énergétique, sa dynamique aussi de ressourcement. Et là, vous voyez, c'est très important aux yeux des dirigeants qui ont fait le parcours HLU. L'autre point que je trouvais très intéressant, c'est l'importance du être juste. Être juste avec soi, être juste avec l'autre. Savoir être dans quelles que soient les circonstances, quel que soit le type de collaborateur ou d'interaction, être juste est une valeur très importante puisque c'est la deuxième valeur la plus convoquée et qui également rime aussi avec la dimension du sens des responsabilités. Donc vous voyez que là, on a en effet aucune valeur n'est mieux que l'une que l'autre, mais on voit quand même des dirigeants qui sont voilà, majoritairement se retrouvent dans ces valeurs au niveau global, même si bien évidemment la diversité est très forte au sein des équipes. Alors au niveau des promos, qu'est-ce que j'ai pu constater et peut-être c'est un constat qui peut aussi nous donner à voir bien sûr des dirigeants, comme je l'ai montré, qui sont vraiment impliqués par ce sens de l'éthique, de l'impact, du sens des responsabilités, de la quête de sens. Mais on remarque quand même un sentiment vraiment que souvent le dirigeant est seul. Ça, c'est vraiment quelque chose qui remonte très fortement. Le sentiment de toujours courir, de ne jamais avoir de temps assez pour soi. Le besoin de voir aussi autre chose, d'être nourri, c'est-à-dire et inspiré, de sortir de son cercle. Il y a beaucoup de cela dans les dirigeants que j'ai pu coacher. Une recherche d'excellence avec parfois ce que j'appelle le syndrome du bon élève. C'est-à-dire que souvent, vous avez des dirigeants qui ont réussi beaucoup de choses, mais du coup, ça peut être aussi un carcan, cette espèce de forme d'excellence, de pression sur soi. Et parfois, on oublie que l'autre peut aussi nous aider. Et ça, c'est un des travaux qui est fait avec le dirigeant, c'est-à-dire aussi de dire, ben voilà, si vous faites toujours mieux et plus vite que les autres, ben, où est aussi l'espace pour que les autres puissent aussi s'exprimer. Et puis, le sentiment d'avoir été en avance de phase, d'être engagé, mais que cela ne suffit plus, et que la nature et l'échelle de l'impact doivent changer. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très commun à l'ensemble des dirigeants qui ont fait HLU. Alors, au niveau des problématiques, et j'en resterai là parce qu'on pourra après ouvrir à des grands témoins qui ont qui ont déjà fait le parcours, mais aussi qui ont quelque part un peu un temps d'avance sur cette dimension de leadership par le cœur. Je pense qu'un des sujets, c'est vraiment comment, pour ces dirigeants, comment arriver à ouvrir leur cœur. On a dit qu'ils étaient quand même en prise avec leur intuition, mais il y a vraiment cette dimension de gestion des émotions. C'est-à-dire pour certains, c'est s'ouvrir à leurs émotions,
mais c'est aussi pour d'autres ne pas être dépassé par les émotions. Donc il y a vraiment cette dimension émotionnelle. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais c'est comment on vit et comment on bonifie cette intelligence émotionnelle, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qu'on en fait en termes de performance, en termes de leadership, en termes de communication. C'est un vrai ressort, mais à la fois c'est pas si évident que ça. Et puis tendre l'oreille, écouter, ressentir. Et je pose souvent la question, qu'attend-on du regard des autres finalement? Parce on voit souvent des dirigeants qui cherchent à évoluer, qui cherchent à avoir un impact et qui cherchent quelque part implicitement à avoir une nouvelle forme de reconnaissance. Comment créer une qualité interrelationnelle en adaptant sa communication? C'est pas uniquement le fait qu'on soit passé à l'ère des réseaux, à l'ère numérique ou de l'IA. Là, on est véritablement comment être juste dans sa communication et on le voit, ça commence déjà par le dirigeant. Comment être plus attentif, exigeant quant à l'environnement, le climat de confiance que l'on crée, parce que parfois, lorsqu'on a un dirigeant qui est en train d'évoluer ou qui aspire ou qui évolue, ça crée aussi un peu, entre guillemets, de chaos ou de désordre. Hein. Il ne faut pas sous-estimer cette dimension. Et parfois, je le vois notamment dans des entreprises qui ont vraiment réussi pendant des années et puis qui tout d'un coup ont un problème, ils ne comprennent pas, mais en fait, c'est souvent parce que les dirigeants ont évolué. Ils aspirent à d'autres choses, ils ont envie de déployer d'autres valeurs, ils ont envie de créer plus d'interdépendance dans leur entreprise. Et ça nécessite aussi d'en prendre conscience et d'arriver à finalement questionner l'autre. On revient sur cette dimension un peu du dirigeant qui porte ses responsabilités et qui, en fait, selon moi, doit apprendre à questionner l'autre. Alors, c'est intéressant parce que c'est un peu une forme d'apprentissage à l'ère de l'IA où on est tous à se dire, ben voilà, les conséquences de cet apprentissage de l'IA, etc. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est cette nécessité finalement pour le dirigeant d'aller questionner l'autre, c'est-à-dire de ne pas être uniquement seul face aux responsabilités, etc., avec le poids des responsabilités, mais arriver à questionner l'autre. Et ça nécessite une forme aussi d'empathie, de libérer cette dimension d'empathie. Et puis, une vision qui marque parfois, quelque part, une nécessité finalement de se poser la question au service de quoi je mets mon entreprise, c'est-à-dire au service de quoi je mets la performance économique, humaine, sociale de mon entreprise, avec cette idée de plus grand projet, pas uniquement le succès de mon entreprise, mais au service de quoi. Et c'est là où aujourd'hui, on le voit, les valeurs servent beaucoup l'élaboration des scénarios du futur. Comme tu le sais, je suis également prospectiviste et les valeurs, en fait, servent à définir des visions du futur. Et c'est pas neutre, parce que selon quel ou pas scénario du futur on veut contribuer à faire advenir, eh bien, ça nous permet finalement de bien mesurer ce qu'on peut faire, quelle est l'évaluation, quel est l'impact qu'on peut avoir sur la contribution de notre entreprise à une vision du futur qui va bien au-delà que le futur de cette même entreprise. Et peut-être j'en resterai là parce que je pense que c'est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. J'utilise par exemple beaucoup les valeurs dans l'accompagnement de projets sur les territoires, sur la gestion par exemple des communs, la gestion de l'eau en commun ou la gestion de la biodiversité. Se mettre d'accord sur par exemple une ressource comme commun, travailler à partir des valeurs permet d'embrasser beaucoup plus large et de créer une cohérence avec beaucoup plus d'impact. Voilà. Merci beaucoup Karine. On aura un temps de questions-réponses globales à la fin, après avoir écouté nos deux intervenants, donc on pourra poser plus de questions à Karine. Je voulais juste aussi compléter en disant que l'approche par les valeurs, effectivement, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez soit lire ce livre en anglais, qui est très bon, soit aussi lire ce papier de synthèse qu'on a fait, que Karine a rédigé pour HLU, en quoi les valeurs, effectivement, nourrissent le leadership, comment on se met en mouvement. Et puis aussi préciser que, au-delà du public de dirigeants seniors ou en tout cas expérimentés sur lequel on a pratiqué les systèmes de valeurs, avec Karine, on fait aussi une percée dans les écoles d'ingénieurs notamment parce qu'en fait,
commencer à se poser la question de quelles sont ses valeurs, ça commence au biberon, quoi, quelque part. Et pour moi, c'est hyper important, notamment à l'école des mines, d'arriver à faire rentrer ça, qui est de dire les ingénieurs vont mettre leur énergie, leur cerveau et leur leadership au service de quelles valeurs et en quoi ils vont être capables de dialoguer avec les autres. Voilà, donc je voulais quand même dire ça parce que je pense que les valeurs, ça peut servir à tout le monde et à tout âge, et y compris chez les jeunes futurs dirigeants. Merci Karine. Je vais accueillir Cyril et Mira. Si, peut-être si vous voulez. Non. Je vais te filer mon. Ouais. Donc Cyril et Mira, vous avez leur titre ici sur l'écran. Peut-être vous voulez vous présenter au-delà de ce qui est, Cyril, ce que tu as dit, bien sûr, en 2 phrases. Mira en premier, voilà. Et puis, on va faire une table ronde où je vais poser 2 grandes questions ouvertes successives. Une première assez générale et une deuxième beaucoup plus spécifique. Donc, une première question assez générale pour vous deux, qui est finalement dans votre leadership, cette approche par les valeurs, comment vous l'avez reçue, qu'est-ce que vous en avez fait de manière globale et comment vous vivez parfois des paradoxes, des tensions constructives à partir de cette approche pour les valeurs. Et après, on rentrera dans l'opérationnel qui est et concrètement, comment on fait, où ça coince, qu'est-ce que ça déclenche, etc. Si ça vous va. Mira, c'est à toi. Donc sur la première question, te présenter et cette première question. Bonjour à tous, je suis ravie de vous voir ici ce matin. Je pense que vous avez dû être attirés par votre valeur de curiosité ici, ce qui nous relie, je dirais. Donc, je suis également ravie d'être là avec ces 3 personnes qui ont beaucoup marqué ma vie. Donc, Hélène qui a créé l'université de mon rêve. Karine qui m'a changé la vie grâce à un débrief sur la perspective des valeurs et Cyril qui était un peu mon menteur depuis qu'on est rentrés ensemble à la promotion 1 d'HLU. Donc, moi, je suis DG déléguée de l'entreprise Naos depuis un peu plus d'1 an. Je suis née à Sofia. Donc, d'où mon accent pas tout à fait parisien. Et voilà, on continue sur les autres questions. Donc, voilà. Donc, ma première question, justement, pour Mira, ça va être sur cette approche de leadership par les valeurs. Qu'est-ce que ça change dans ta façon d'être leader ? Je pense que le step 1 pour être un bon leader, c'est de se connaître. Sans ça, c'est juste prétentieux d'apprendre aux autres de bien travailler, de bien vivre, de les guider. Donc ça, c'est la première vraie réponse. L'approche par les valeurs, ça te permet de trouver ton alignement et ta motivation dans la vie. Ça te permet de te répondre à la question « Est-ce que tu es à la bonne place ?» C'est grâce à ce débrief fait avec Karine, j'ai compris que même si je me posais énormément de questions si j'étais à la bonne place, la réponse était si, je suis à la bonne place. Ça permet aussi de comprendre quel est le style de leadership qu'on veut avoir. Quelle est la définition de leadership derrière laquelle on se positionne. Et la mienne, c'est je suis créatrice du contexte. Mon rôle en tant que leader, c'est pas d'imposer ma vision au monde, mais de créer le contexte dans lequel les gens s'épanouissent et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Merci. Je vais donc poser la même question à Cyril, qui est cette approche par les valeurs. Voilà, dans ton leadership, ça te sert à quoi ? Alors peut-être avant une petite question qu'on pourrait tous se poser, c'est qui, quand il doit agir, se pose la question de savoir quelles sont ses valeurs. C'est rare qu'on se dise, tiens, en fait, je vais faire quelque chose, mais avant ça, je vais peut-être réfléchir à savoir sur quoi je m'appuie pour le faire. Et pourtant, ça semble assez fondamental de se poser cette question-là. Alors, et ça dépend des personnes, puisqu'on est plus ou moins finalement conscient de la responsabilité qu'on a vis-à-vis des autres. Ça dépend de sa construction sociale, culturelle, ça dépend de son ADN de départ, si on est plus ou moins introverti, plus ou moins extraverti.
Et en réalité, quand on est dirigeant, on ne peut pas faire l'économie de ça. C'est-à-dire que, de manière générale, dans la vie, j'imagine, enfin je pense qu'on ne peut pas en faire l'économie, mais en particulier quand on est dirigeant, parce que quand on est dirigeant, ou quand de manière plus générale, on est à la tête d'une communauté, d'un groupe, eh bien, on a une responsabilité supplémentaire que quand on en est un membre, même si, en tant que membre, on est également responsable. Mais la responsabilité s'accroît à mesure des responsabilités que l'on prend et que l'on occupe. Et donc, c'est fondamental de se poser ces questions-là, et c'est ce que dit Mira très justement, c'est le questionnement sur soi, le retour sur soi, et le métier de dirigeant, ou en tout cas la fonction et la qualité de dirigeant, nécessite cette introspection, ce questionnement permanent, régulier, puisque, comme la fenêtre d'Overton, que vous connaissez peut-être, le système de valeurs bouge suivant les mœurs et la culture, hein, autant aux mœurs, à chaque fois que, enfin, voilà, dans le temps, on a besoin de faire évoluer tout ça. Et donc, voilà, moi, j'ai eu ce réflexe et j'ai cet aller-retour permanent entre ce en quoi je crois, ce sur quoi je me fonde et ce que je dois faire. Voilà, j'essaie de m'imposer cette hygiène du dirigeant. Merci. Alors, avant de passer au deuxième round de questions, je voulais donc préciser que Cyril et Mira, au début de leur parcours du cœur aux actes, ont donc fait ce diagnostic de leur système de valeurs personnelles, suivi d'un débrief avec Karine, et qu'ensuite, pendant 18 mois, vous avez donc suivi ce parcours avec différents modules thématiques. Module sur la gouvernance d'entreprise, module sur les enjeux planétaires, module sur le courage d'être soi, module sur les questionnements éthiques, module sur la performance globale. Et donc, ça va m'amener à mon deuxième tour de questions qui est comment, sur la base d'une réflexion sur votre système de valeurs et dans l'écoute de celui des autres, vous avez pu prendre des décisions stratégiques concrètes dans différents domaines de l'entreprise. Et je vais donc en citer quelques-uns et vous prenez ceux que vous voulez, mais par exemple, faire évoluer son offre de produits et de services, réaligner son offre, servir des nouveaux clients ou des nouveaux besoins différemment. Bon, le domaine de l'offre. Le domaine du partage de la valeur et du pouvoir, puisque l'entreprise, justement, est un terrain de pouvoir aussi. Comment on équilibre tout ça? Le domaine d'une action philanthropique ou pas. Voilà. Donc, et enfin, le domaine purement RH, qui est l'interaction avec les autres, la régulation des conflits quand il y en a, et le fait que ce collectif humain fonctionne bien ou dysfonctionne. Donc, je vous laisse libre de piocher dans ces différents domaines, mais quand on essaye de passer aux actes en tant que dirigeant, généralement, on se confronte au moins à ces 3 sujets et à bien d'autres. Voilà. Donc concrètement, on va dire 2 ans et demi après la fin du parcours, si vous revisitez un peu ce sur quoi vous êtes passé aux actes, en quoi certaines de ces actions ont été nourries par soit un alignement sur vos valeurs personnelles, soit un dialogue de valeurs constructifs avec les personnes autour de vous? Je dois dire que toutes mes actions sont vraiment, depuis toujours, guidées par mes valeurs. Donc, c'est une source d'énergie pour moi. Je pense que quand on n'est pas aligné avec ses valeurs, on perd d'énergie. J'ai assisté il y a quelques jours à un témoignage de dirigeants et l'une des dirigeantes a dit qu'elle a dû quitter un grand groupe du CAC 40 au bout de dizaines d'années d'être au COMEX de ce groupe, parce que pour elle, c'était vital de quitter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on n'est pas aligné, ça peut nous rendre malades. Donc voilà, tout ça étant dit, le fait de comprendre ces différentes perspectives des valeurs, ça nous amène à mieux naviguer dans notre environnement. Comme ça a été évoqué tout à l'heure, je fais partie d'un directoire. Ça veut dire que je ne prends pas les décisions de manière unilatérale, mais j'ai plutôt une capacité d'influencer les choix. Donc, en comprenant quelles sont les perspectives des valeurs des autres, je me rends compte de comment leurs décisions sont prises. Et donc, pour avoir un impact stratégique dans l'entreprise, je compose avec leur manière de prendre les décisions. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus dans le relationnel, donc ils peuvent prendre des décisions pour garder les relations au sein d'une équipe, au sein d'un COMEX, et pas nécessairement pour l'intérêt de l'entreprise. D'autres qui sont beaucoup plus portés par des valeurs financières,
bah, ils vont toujours privilégier cet aspect-là. Donc, pour convaincre ces personnes-là, il faut tenir compte de tout ce qui est important pour eux pour garder le cap sur ce vers quoi tu veux amener l'entreprise. Et donc, pour prendre très concrètement l'un des aspects dont tu posais la question, Hélène, au sein de ce directoire, je suis notamment en charge de la transformation et de la RSE. Donc, j'amène cette perspective RSE qui voudrait dire que désormais, on souhaite, en tout cas moi je souhaite, à ce que les décisions ne soient pas prises uniquement pour le profit, mais qu'on puisse apporter d'autres dimensions. Donc, je développe une méthodologie de prise de décision qui permettrait déjà d'identifier là où se trouvent les dilemmes éthiques et après à les résoudre. Je me suis rendu compte que les gens ne savent même pas identifier qu'ils font face à des dilemmes éthiques. Et ça, c'est au quotidien. Quand tu poses la question à une personne, est-ce que tu es concerné par l'écologie? Est-ce que ça te fait quelque chose que les limites planétaires sont atteintes? Ils te disent oui, 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 bien sûr. Et derrière, tu proposes un produit qui est plus écologique, mais un peu moins cher en termes de prix de revient. Elle dit, ah non, je ne le lance pas. Ah bon, pourquoi? Ah bah parce qu'il est plus cher, ça me dégrade la marge. Mais est-ce que tu as vu qu'il y a un dilemme éthique dans tout ça? Dans les grandes écoles, on ne nous apprend pas, et dans les universités, à identifier ces dilemmes éthiques. Comment vous voulez les résoudre s'il n'y a même pas l'identification de ces dilemmes? Donc voilà, c'est la réponse à cette question. Alors, nous avons de la chance chez Seabird, parce que nous ne sommes pas une grande multinationale comme Naos Duaderma, qui sont peut-être 3 ou 4 000 collaborateurs partout dans le monde et font plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous, la chance qu'on a, c'est que les pouvoirs, si on parle de la gouvernance et des pouvoirs dans l'entreprise, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir souverain qui est l'actionnariat et le pouvoir de contrôle, sont relativement, voire complètement alignés, puisque 2 des 3 pouvoirs déjà sont incarnés par une seule et même personne, qui n'est pas trop contradictoire avec elle-même. Voilà. Donc ça, c'est une chance, et c'est ce qui a permis, et ce qui nous a permis chez Seabird, et m'a permis en particulier, de mettre en œuvre des choses et des dispositions conformes à mon système de valeurs. Et donc, le rôle de la HLU dans cette histoire, dans cette aventure que j'avais déjà engagée avant la HLU, notamment avec mon parcours à l'APM ou avec des échanges que j'avais pu avoir avec d'autres dirigeants, ça a été de me faire accélérer en fait sur ce qui était nécessaire, sur ce qu'il était nécessaire de mettre en œuvre. Donc, s'agissant par exemple des produits, en l'occurrence des services, qui seraient en lien avec justement cette préoccupation écologique et environnementale, eh bien, on s'est transformé en société à mission et dans un de nos 3 engagements statutaires, on s'est dit il faut qu'on fasse progressivement évoluer toutes nos offres de services en les dirigeant vers la soutenabilité. Donc, créer de nouvelles offres, ça c'est pas très compliqué, c'est-à-dire des offres d'accompagnement à la transition, mais dans les offres présentes ou actuelles, revisiter la façon dont on fait dont on aide des directions financières à se transformer. À l'aune des limites planétaires, on ne voit pas trop le lien et pourtant il faut faire l'effort. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a engagé sur nos offres. Et puis, on a également accéléré sur les sujets de partage, puisque ce dont m'a fait prendre conscience ce parcours, c'est que, même si j'en avais déjà l'intuition ou une relative connaissance, c'est que voilà, j'ai bien compris ce qu'il était en train de se produire et de se dessiner comme monde pour demain, en tout cas, si je l'ai compris, en tout cas à l'aune de mon prisme. Et je me suis dit, il faut venir aux racines du problème, parce que j'ai compris notamment qu'on nous mettait beaucoup le nez sur les gaz à effet de serre, sur les émissions, sur tous les symptômes qu'on trouve et que l'on identifie en termes de limites planétaires qui sont enfoncées. Donc 6 des 9 limites planétaires sont enfoncées. Donc on a le nez dessus et donc on va mettre des pansements. Donc on va réduire le gaz à effet de serre, on va essayer de restaurer un peu de biodiversité et c'est très bien. Sauf qu'en fait, on ne travaille pas sur la cause. Et la cause, c'est quoi? C'est le système capitaliste qui aujourd'hui n'est pas en capacité de nous permettre un développement pérenne. Donc je me suis dit, tiens, il faut
revenir à la source et travailler sur ce système et voir comment on peut le faire évoluer, ce système, et comment on peut le faire évoluer radicalement, pas nécessairement le mettre par terre, puisqu'on n'a pas d'alternative crédible aujourd'hui, donc je pense que c'est le moins pire des modèles, mais en revanche, il y a un truc qui est certain, c'est que ça ne marche pas en l'état. Donc ça veut dire que le capitalisme doit être refondé profondément, et là, on n'aura plus de problème de limite planétaire enfoncée. Or là, on a beaucoup le nez sur les symptômes, et on met en place un marché du carbone, alors qu'en fait, le problème, c'est pas de mettre en place un marché du carbone, c'est de se questionner sur comment fonctionne un marché, et à quelle fin on met en place un marché, et comment s'opèrent les transactions, et surtout, et c'est ça la fin de l'histoire d'une certaine manière, en tout cas de ma réflexion, comment on partage la création de valeur. Et donc, on s'est dit, tiens, bon, on va mieux et plus partager la création de valeur. Donc la fondation actionnaire, elle était déjà lancée avant la HLU, mais voilà, ça a permis de confirmer, ça nous a permis de confirmer que c'était la bonne direction, ainsi que l'actionnariat salarié. Et ça nous a encouragés également à travailler sur un pacte d'actionnaires, donc c'est très concret, qui dote la fondation actionnaire de prérogatives particulières dans la gouvernance et notamment dans la préservation d'une certaine éthique et d'un certain niveau de préoccupation des enjeux sociaux et environnementaux. Et on est en train de tester avec des fonds d'investissement, alors plutôt à impact parce que les autres s'en foutent, comment on peut, de manière compatible, utiliser quand même les leviers du private equity et du monde de l'investissement pour des sociétés qui, bien sûr, veulent se développer, veulent faire des acquisitions, veulent utiliser les mécanismes du marché, du système capitaliste, mais en ayant quand même, de manière très concrète, des garde-fous éthiques et des préoccupations sociales et environnementales inscrites dans des pactes d'actionnaires. Donc là, on est vraiment concrètement dans un sujet et business, et éthique, et valeur, et réalité, quoi. Et ça, c'est probablement toute l'aventure de Seabird, en tout cas jusqu'à présent, c'est ces allers-retours constants entre le système de valeurs et la réalité pragmatique de ce qu'on doit faire comme entrepreneur ou comme boîte qui veut se développer. Avec des tiraillements réguliers, mais avec quand même cette volonté de réconcilier l'utopie et la réalité, l'idéal, le cœur et la raison, la générosité et le business, qui sont souvent complètement dissociés à tort. Et c'est cette dissociation d'ailleurs qui probablement nous a emmenés dans le mur. Et notamment l'archétype même de cette dissociation paradoxale, c'est de faire des entreprises qui ne se préoccupent pas de la planète et des hommes et de monter des fondations qui les restaurent. Et ça, quand on est dans cette logique dissociée, ben en fait, on va dans le mur. Donc voilà, la HLU a permis d'accélérer tout ça. Merci beaucoup, Cyril. Donc, je voulais reposer une dernière question à Mira et après, on va interagir avec vous tous. C'est bien l'objet, hein, c'est de prendre toutes vos questions. On a bien compris que tu as essayé, du coup, et tu as agi avec tous les collaborateurs de Seabird, un peu à tous les étages, gouvernance, offre et aussi philanthropie, mais bien pensée par les activités de Seabird Impact, que je vous invite à découvrir d'ailleurs sur l'assurance inclusive et l'inclusion dans les métiers de l'assurance, et aussi assurance et risques climatiques et plein d'autres thématiques que vous avez travaillées. Mais je vais revenir sur les dialogues et parfois les dialogues de sourds sur la question des valeurs. C'est-à-dire toujours dans un côté pragmatique. Tu dis, bien entendu, il y a des tensions dans le monde réel entre mes valeurs, les valeurs des autres et le business, ça c'est évident. Donc, il y a toujours des tensions. Et il peut y avoir aussi même des dialogues de sourds sur le fait que les valeurs sous-jacentes ne sont pas verbalisées ou exprimées en tant que telles. Donc, on parle des projets, mais on ne parle pas de ce qui nous anime. Et parfois, on n'arrive plus à avancer. Donc, je ne sais pas si, Mira, c'est un sujet sur lequel tu voudrais t'exprimer, que ce soit à l'échelle des équipes ou à d'autres échelles. Je pense que c'est un point clé pour le dirigeant qui est de ne pas sous-estimer ces effets-là, qui sont là encore dans la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas. Effectivement, quand on ne comprend pas bien la perspective des valeurs, souvent on est amené à faire des dialogues de sourds qui nous pompent l'énergie et qui nous mènent nulle part. Moi, je crois profondément, et pour rebondir à ce que Cyril disait, qu'il fallait aller au fond des choses, je pense que ce n'est pas seulement le système capitaliste qui fait ça. En fait, derrière le système, il y a toujours l'homme avec un grand H. Donc, c'est vraiment là où il faut agir. Je crois sincèrement qu'on va faire évoluer le monde une fois qu'on élève le niveau de conscience des gens, des personnes. Donc, chacun doit travailler sur son propre élévation, mais en tant que leader, on peut contribuer à créer le contexte pour que
tout le monde se développe. Et cette perspective, cette approche par les valeurs, ça nous permet, sans être dans le jugement, d'aller chercher l'autre là où il se trouve et de faire en sorte que la personne progresse. Il y a quand même 2 exemples très frappants. Il y a énormément de choses qui ont été faites en matière d'égalité, de diversité, de contribution à l'écologie. Et en fait, dès que la personne change, on a observé ça aux États-Unis, on a observé des changements de en fait, de CEO dans des grands groupes français du CAC 40, ah bah tout change. Malgré tous les efforts qui étaient mis à mettre des normes, des lois, etc., ah bah on met la croix dessus hyper rapidement. Donc pour moi, c'est une vraie preuve qu'il faut agir différemment. Il faut s'organiser et il ne faut plus laisser une seule personne changer tout le contexte. Il faut qu'on développe une capacité de résistance qui permettrait de s'opposer à ça. Sinon, ça ne marche pas. Alors, merci Mira. Pour les plus curieux du sujet, je vous invite à regarder les fiches qu'on a mis en ligne aussi sur la biologie du leadership, qui est un autre sujet, très différent des valeurs, mais néanmoins super intéressant. Et aussi les travaux synthétiques sur la psychologie des dirigeants et la psychologie de l'individu en général, parce que comme tu le dis, il y a un dialogue permanent entre le collectif, la gouvernance et les individus. Voilà. Et donc, on ne peut pas minimiser et le rôle du leader et le rôle d'un individu dans le système. Alors, j'ai envie d'ouvrir les questions à vous tous et qu'on fasse circuler un des micros et que Karine, tu puisses revenir là aussi si des questions s'adressent à toi aussi. Bonjour, Christophe Eouzan. Vous parliez des valeurs des dirigeants et dans les grandes entreprises, on met souvent en avant des valeurs de l'entreprise. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Oui, alors merci, c'est une très bonne question. En fait, justement, la cohérence, on peut la travailler à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, on a des valeurs affichées par les organisations qui ne sont pas forcément les valeurs portées, ni par les dirigeants, ni par les collaborateurs. Donc, ce que permet cet outil, c'est déjà de mesurer cela, c'est-à-dire de voir quelle est l'énergie des valeurs des collaborateurs à partir d'un exemple, d'un échantillon, quelles sont les valeurs portées par les dirigeants et comment ça fit ou pas les valeurs affichées. Et très souvent, on trouve des valeurs bien sûr conjointes, mais souvent les valeurs affichées sont des valeurs un peu génériques, innovation, performance, etc., et ne captent pas l'ADN de l'entreprise. Donc c'est particulièrement intéressant pour, par exemple, des entreprises qui sont familiales, qui, elles, vont faire l'effort d'aller travailler à bien préciser les valeurs, parce que là, il y a vraiment un enjeu de pérennité, de transmission aux futures générations et aussi de responsabilité par rapport aux générations antérieures, si vous voulez. Donc, je dirais qu'il y a des entreprises qui sont plus intéressées de clarifier ce lien entre valeurs affichées et valeurs portées. Et j'aurais peut-être envie d'ajouter que dans l'idéal, en fait, si une entreprise a fait un travail sincère d'identification de ses valeurs, que lorsqu'elle doit promouvoir des dirigeants, mais même au niveau des managers, eh bien que dans les critères d'évaluation de ceux qui doivent être promus, on s'assure que s'il n'y a pas s'il n'y a pas identité nécessairement complète, au moins il n'y a pas de contradiction. Parce que si on considère que c'est sincère et que ça doit être vécu, si les valeurs ne sont pas incarnées par les dirigeants, en fait, ça ne marche pas. Et même c'est contre-productif et c'est source de désalignement et comment dire, ça ne permet pas à un collectif d'avancer de manière homogène et comment dire, concertée. Donc voilà, idéalement, il faudrait que ça fasse partie du processus, c'est vérifier cette adéquation. Oui, et juste pour compléter, ce qui est aussi extrêmement important, c'est d'utiliser les valeurs de l'entreprise au moment des recrutements. Or, on est toujours sur des instruments ultra traditionnels, on fait des tests dans tous les sens et on évolue que la performance. Alors que le fit culturel derrière, il y a un gap énorme qui se crée, qui est en fait contre-productif. Merci. J'ai le micro.
Non, non, mais tout d'abord, merci pour ce que vous dites, parce que ça fait plaisir à entendre. On l'entend pas si souvent. On l'entend de plus en plus, le fait d'être en phase avec soi-même, de mettre les valeurs de la vie devant ou en phase, en tout cas, avec son travail. Et donc voilà, ça fait du bien. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez des cas d'école ou des exemples d'entreprises qui ont passé le pas, c'est-à-dire qui ont ou réduit la voilure, parce que vous parlez de pérennité, et je pense que c'est important. Est-ce que vous avez des exemples à donner d'entreprises qui ont modifié ou qui sont en phase de modification, en tout cas, pour justement être dans cette adaptation et avec un objectif, voilà, de vivre plus longtemps, donc d'être pérenne et d'avoir embarqué tout le monde avec soi. Parce qu'il y a au-dessus, des fois, il y a des financiers, puis il y a aussi les salariés. C'est pas si simple. C'est une question de personnalité, de plein de choses. Les cas d'école m'intéressent. Alors, je commence, et je commence par un cas d'une PME, Janus. Michel Meunier, donc le patron de Janus, entreprise de serrurerie-menuiserie dans l'Oise et entreprise à mission. On a fait une étude de cas dessus, que vous pouvez trouver sur le site web de HLU et sur la chaîne YouTube, qui est le courage de renoncer à certains clients au nom de ses valeurs. Je vous invite à regarder sa petite vidéo parce qu'en fait, ça explique en quelques mots que après le Covid, Michel avait du mal à obtenir le juste prix pour ses marchés de menuiserie-serrurerie et son client bailleur social ne voulait pas rehausser les prix alors que le prix des matières premières avait explosé. Donc lui s'est dit d'une part, financièrement ça ne fonctionne pas et d'autre part, l'absence d'écoute et de préoccupation pour le devenir de son entreprise, il l'a vécu comme quelque chose d'humainement lamentable. Donc, il s'est dit, je ne veux plus travailler, je casse le marché avec ces gens-là, je ne veux plus travailler avec eux. Il a perdu 60% de son chiffre d'affaires. Donc, dans un premier temps, on n'est pas sur une trajectoire qui est, ça a l'air économiquement sain, cette affaire. Et pourtant, le fait d'avoir dit, j'arrête de faire ça, et aussi de l'avoir dit dans la presse locale, fait qu'il a trouvé d'autres clients à qui il a pu vendre ses prestations de menuiserie-serrurerie, qui d'ailleurs sont plus qualitatives. Il y a des dimensions, par exemple, de pose d'équipements de seconde main et de réemploi. Donc, il a pu enfin vendre des offres plus écologiques à leur juste prix, avec un prix équitable, à des clients publics ou assimilés bailleurs sociaux. Voilà. Donc, ce courage de dire j'arrête de faire ça et je me positionne vraiment sur l'offre que je veux vraiment vendre, il a eu un peu de trip pour le faire, mais il l'a fait. Est-ce que ça a embarqué tout le monde dans sa boîte? Je pense que dans un premier temps, il y en a quelques collaborateurs qui ont dit le patron est aussi fou que d'habitude. Dans un deuxième temps, ils ont bien vu et compris que ça a permis finalement le développement et la stabilisation de sa PME. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, Michel l'aurait probablement fait avec les tripes et son intuition, et avec ses émotions fortes. Tu parlais d'émotions liées aux valeurs. Si Michel l'a fait, c'est parce qu'il était dans une colère noire. Voilà. Et cette colère disait quelque chose sur un conflit de valeurs sous-jacent par rapport à ce qui est important pour lui et pour sa boîte. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. C'est est-ce qu'une grosse organisation mobilise autant d'émotions chez les dirigeants? Pas toujours. Il y a beaucoup de poissons froids dans les strates du haut. Et d'ailleurs, ils sont souvent sélectionnés pour ça, pour être plus poisson froid que gros colériques, encore qu'il y en a aussi des gros colériques. Mais est-ce que ça dégage une énergie de transformation dans un horizon contributif? Pas toujours. Oui, je voulais compléter que grâce à HLU, on a découvert énormément de petites entreprises qui ont fait ce cheminement. Janus est l'un des exemples, mais on a fait des Learning Expeditions en Suisse. On a rencontré vraiment plein de boîtes inspirantes qui ont fait ça, mais c'est des PME. D'ailleurs, Seabird en fait partie. Et en fait, je pense que mon challenge, ma mission de vie, c'est de prouver que à plus grande échelle, ça puisse exister aussi. Bien sûr, il faut s'inscrire dans un temps long. Ça ne va pas venir tout de suite. C'est un peu plus simple quand c'est une personne qui décide de tout et qui, par ailleurs, est le fondateur, propriétaire de l'entreprise. Mais je crois sincèrement que les gens sont de plus en plus en quête de sens. Pour se lever le matin, ça suffit plus de se dire je suis bien payé. C'est pour ça que le taux de burn-out en France est, par exemple, est assez conséquent. Les gens ont besoin de sens et ils ont envie de se donner quand ils y voient quelque chose qui est un peu au-delà du quotidien. Et voilà, ça va être plus compliqué,
mais je pense que c'est possible parce que les résultats sont exponentiels une fois qu'on s'y prend de cette manière-là. Et comme autre exemple, je peux citer Pocheco, qui est une société, je crois, qui est dans le Nord, hein, du côté de Roubaix ou par là, qu'on a rencontré dans le cadre de la HLU. Et Pocheco, il faisait beaucoup d'emballage, d'expédition, d'enveloppes, etc. Donc, c'était pas un business ultra à long terme, ultra solide. Et ils ont pivoté il y a quelques années. Ils se sont mis sur les emballages pour tous ceux qui font de l'expédition, notamment Amazon. Et donc, ils ont pivoté, ils ont rendu leur outil de travail. Donc, ils ont connu un creux, je sais pas, ils ont dû perdre 50-60% de leur chiffre d'affaires. Et ils ont modifié leur outil de travail. Et ils ont aujourd'hui une unité de production, une usine qui est quasiment en autosuffisance, avec tout est recyclé. Enfin, c'est absolument incroyable. Les dirigeants sont très inspirants. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, Emmanuel Druon, j'allais dire Maurice. Emmanuel Druon, c'est le dirigeant emblématique. Voilà, ça c'est un exemple de société qui, alors contrainte aussi, mais qui renonce quand même à certaines choses et qui se relance très aligné avec son système de valeurs. S'agissant de nous, on est dans le service, donc c'est moins, comment dire, déjà, on est dans le service tertiaire financier, donc on est plus éloigné de l'empreinte écologique d'un pétrolier. Et donc, on a moins cette pression de l'urgence, de la redirection écologique de notre modèle d'affaires. Néanmoins, si nous, on ne contribue pas non plus à notre échelle de manière indirecte, ça ne fera pas avancer les choses. Donc, on se l'impose, mais il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de péril sur la redirection écologique à très court terme, comme il peut y en avoir pour des boîtes qui sont dans les hydrocarbures ou dans des activités avec une empreinte anthropique très très forte. C'est des mouvements et comment dire, des pivotements qui sont quand même extrêmement risqués, extrêmement dangereux, qui correspondent à ces phases de destruction créatrice dont Schumpeter parle, mais là à l'aune des enjeux environnementaux et non plus nécessairement à l'aune des ruptures technologiques comme c'était le cas jusqu'à présent. Ça, c'est le nouveau paradigme des ruptures schumpeteriennes. C'est que c'est plus le progrès simplement technologique, c'est la nécessité d'un alignement avec les nécessités et les enjeux environnementaux. Et ça, c'est nouveau. Et il y a plein de boîtes qui vont disparaître parce qu'elles n'auront pas fait le travail de transition nécessaire. Y a-t-il d'autres questions, réactions? Sinon, ce que je peux vous proposer, c'est un petit pas de côté pour vous présenter des actualités, projets HLU à venir et de poursuivre les échanges au café ensuite, si ça vous va. Si on est bien? Pas d'autres questions là à chaud? Oui. Si. Merci, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de comment vous avez transformé le modèle managérial dans vos entreprises? Concrètement, les relations avec les collaborateurs, je sais pas, les évaluations, le traitement des difficultés, enfin des conflits ou quelque chose comme ça, c'est faisable? Tu veux, Ciel? Alors, on a mis en place déjà une culture qui n'est pas très répandue dans les entreprises, qui est la culture du feedback. C'est-à-dire que quand on doit débriefer, enfin, on s'impose de débriefer régulièrement, de se débriefer entre nous, et notamment le manager vers, entre guillemets, son subordonné, et avec voilà, une vraie méthodologie de feedback. Hein. On ne fait pas un retour à un collaborateur n'importe comment, il y a des étapes où on valorise ce qu'il a fait, où on met en perspective tout ce qu'il a fait, et où on revient sur ce qui doit être amélioré, etc., de manière très factuelle et non pas émotionnelle. Donc voilà, ça c'est un élément très concret, la culture du feedback. C'est le développement aussi de beaucoup d'outils d'intelligence collective, dont certains qui m'ont été inspirés par des experts de l'APM. Donc des outils qui, par exemple, permettent d'animer un comité de direction ou une réunion avec ce qu'on appelle l'animation déléguée, où là, en fait, chacun a un rôle et c'est tournant dans l'animation de la réunion. Il n'y a pas le chef qui donne la parole et qui, surtout, la reprend quand il le veut. Il y a un modérateur, il y a un timekeeper, il y a celui qui pousse la décision, il y a celui, etc. Donc voilà, des outils comme ça d'animation de réunion, des outils également de résolution de problèmes en intelligence collective, comme par exemple avec les chapeaux de Bono, qui permettent d'aborder un problème par différents aspects, justement pour éviter qu'il y ait des confrontations émotionnelles sur des sujets compliqués. Donc voilà, on a développé
toute cette culture de l'intelligence collective, du feedback, avec des évaluations 360 où on se fait évaluer également par ses subordonnés, par ceux qui sont au-dessus de nous, pour comprendre qui on est. Et puis, on a mis en place, dernière chose, un système de coaching interne. Donc, tout le monde a la possibilité de faire appel à un coach pour se faire aider dans des phases de changement professionnel qui doivent être accompagnées et qui sont souvent plutôt négligées dans les entreprises où, par injonction, on dit il faut que tu fasses ci et que tu fasses ça, que tu arrêtes de faire ça et que tu fasses plutôt ceci. Et là, on accompagne ces changements parce qu'il faut que l'agilité, elle soit accompagnée plutôt que décrétée. Voilà. Je peux juste peut-être compléter un des instruments qui est aussi intéressant et qui promue l'intelligence collective, c'est l'éco-dev. Donc, on a mis en place des systèmes de co-développement entre les équipes. Ça, c'est aussi très propice à prendre les différents points de vue et avoir une discussion qui change d'une discussion dans des réunions classiques et dans des comités de direction classiques. Merci beaucoup, merci Mira. Une question, Julie. Vas-y. Bonjour. Ah, je ne sais pas si vous entendez. Et j'ai un café aussi. Pardon. J'ai une question. J'ai noté pas mal de choses super intéressantes. Plusieurs questions. La première question, c'est on parle de la connaissance de soi, connaître ses propres valeurs. Et ces valeurs-là, est-ce que ça évolue avec le temps? Ça change, c'est-à-dire? Et puis, deuxième question, c'est est-ce qu'on communique sur ces valeurs ou on agit dans les actions, du coup, en cachant un peu ces valeurs comme je sais pas, comme une arme secrète, en fait. Et puis, troisième niveau question, comme le sujet, c'était aussi connaître les valeurs des autres. Comment on peut connaître les valeurs des autres? Et puis, est-ce qu'on va devenir un peu une sorte de mentaliste pour reconnaître ah bah tiens, c'est lui et il se réagit comme ça, c'est-à-dire sa valeur profonde, c'est ça. Est-ce que, comment, du coup, voilà, je suis très dans les actions pour comprendre un peu pratiquement comment on applique. Merci. Oui, alors sur les valeurs, en fait, je dis souvent qu'il y a un nuage de valeurs. Chacun d'entre nous, on est défini par un nuage de valeurs, une trentaine de valeurs, mais on va activer ces valeurs différemment. Donc, on peut être, par exemple, une businesswoman et tomber enceinte, avoir un bébé. Bon, ben, on est plus peut-être sur le care à un moment donné, sur l'attention à soi, à son corps, voilà, mais à la sécurité, par exemple. Mais ça ne nous empêche pas d'être une businesswoman. Donc, voilà. Donc, en fait, si vous voulez, on a des valeurs, on a une ADN des valeurs et on a une combinaison spécifique. Chacun d'entre nous, on a une combinaison spécifique de valeurs qu'on va activer, qui vont devenir plus ou moins prioritaires selon les époques de notre vie, selon ce qui nous arrive dans la vie. Donc ça, c'est pour répondre à votre première question. La deuxième, c'est tout l'intérêt de travailler avec l'approche par les valeurs, c'est justement de définir la manière de communiquer et d'interagir avec l'autre, hein. Et c'est ça qu'on travaille beaucoup à HLU avec les dirigeants, parce que souvent, c'est quelle est la juste communication, quels sont les mots, quels sont les principes justement d'action, de management que je peux mettre en place. C'était la question qu'on a adressée précédemment, c'est-à-dire comment je crée les conditions du dialogue, comment je vais écouter l'autre, etc. Donc là, on est vraiment sur quelle est la juste communication. Et on peut être introverti, on peut être extraverti, et il n'y a pas de jugement de valeur en fait, hein. Selon notre propre système de valeurs, comment on peut voilà, trouver la juste communication. Donc il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas une manière générique de communiquer. Et puis pour la troisième question, c'est justement toute la force et la limite des systèmes de valeurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle notre filtre, nos biais. On est tous porteurs de biais, c'est-à-dire que bien évidemment, avec nos valeurs, on regarde le monde, on regarde les autres. Mais donc, ce filtre est aussi une limite, parce que chacun d'entre nous, et Mira l'a très bien expliqué, tout l'enjeu du leadership, c'est de comprendre que chacun d'entre nous, on a des filtres, on a des perspectives de valeurs différentes, et que l'enjeu, c'est d'arriver à comprendre finalement déjà notre propre manière de regarder le monde, de comprendre que ça peut être aussi une limite,
Hein. Si on est très porté sur une valeur, ben, c'est peut-être pas le cas de l'autre personne en face. Et cette famille de valeurs, ce filtre, en fait, ces lunettes avec lesquelles l'autre personne regarde le monde, je crois que pour moi, c'est l'art du leadership de demain. C'est-à-dire que c'est arrivé à se mouvoir à un niveau plus complexe. C'est ce qu'a exprimé aussi Mira tout à l'heure quand elle parlait de l'évolution des systèmes de valeurs et de l'évolution de la conscience, c'est-à-dire arriver aussi à composer avec une plus grande complexité, c'est-à-dire arriver à comprendre ben voilà, que chacun d'entre nous, on a des perspectives de valeurs différentes. Et c'est tout l'enjeu. Ça rejoint aussi la question des exemples types et des cas. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'approche par les valeurs, elle est très utile dans les situations de fusion-acquisition. Moi, je travaille beaucoup dans ces contextes-là, c'est-à-dire ces contextes de fusion-acquisition où l'enjeu est véritablement de redéfinir le socle finalement des valeurs communes aux équipes, c'est-à-dire qu'ils soient réellement, quelque part, qui soudent vraiment cette nouvelle culture managériale, etc. Donc ça, c'est pour ça que l'approche par les valeurs est très utile à ce moment-là. Elle est très utile aussi quand vous passez la main à un nouveau patron. Je pense à quelques années, j'avais accompagné l'époque Sodexo, donc quand on parlait de la APM, mais voilà, bon, avec le départ du fondateur, comment en fait l'équipe peut aussi déployer des valeurs qui sont ces valeurs, mais qui s'inspirent aussi, qui se nourrissent des valeurs du fondateur. Hein. Donc, voilà, donc c'est des exemples, si vous voulez, mais c'est vrai que je pense que l'art de comprendre les perspectives des valeurs des uns et des autres crée un flux, crée une énergie. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que les valeurs, c'est de l'énergie. Et aujourd'hui, je crois que dans nos entreprises, on a plus que besoin d'énergie positive, d'énergie vitale. C'est-à-dire pas mortifère, mais c'est-à-dire vraiment, non, mais qui nous donne envie, qui fasse que ça fait sens, en effet, de bosser les uns avec les autres dans le respect de nos différences. Je vais te donner un exemple. J'aimerais juste peut-être donner un exemple pour illustrer ça. Il y a quelques années, il y avait une personne que je manageais, qui avait fait un certain travail pendant plusieurs années, qui avait été très efficace et très bonne dans son travail sur le périmètre sur lequel elle travaillait. Et cette personne, il fallait qu'elle évolue parce que le monde avait changé. Je lui ai expliqué qu'il fallait que ça change, etc. Enfin, que son job change et qu'on allait revoir sa fiche de poste, etc. Moi, au départ, je suis plutôt respectueux des gens, je les accompagne, je les développe, je suis très attentif à ça. Pourtant, dans la façon dont la situation et la relation évoluait, en fait, parce que je n'ai pas été assez attentif et parce qu'on est emporté par tout ce qu'on a à faire, je me suis rendu compte a posteriori que j'avais surtout demandé à ce que la personne change, mais que je ne l'avais pas complètement accompagné, que je ne l'avais pas assez respecté, alors que mon système de valeurs, c'était de respecter les gens et je ne l'ai pas respecté. Et donc, tout ça pour dire que le système de valeurs qu'on peut porter, c'est une intention, et le sujet, c'est son incarnation. Et sur le moment, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs qui n'étaient pas ajustés, mais l'agacement et le fait qu'elle ne bougeait pas assez vite, etc., enfin bref, tout ça me submergeait d'une certaine manière et m'empêchait d'être dans la valeur de respect et d'accompagnement qui, intrinsèquement, me constitue. Donc on peut être plein de bonnes intentions et dans la réalisation, très très maladroit et très désaligné. Donc, voilà, c'est pour ça que, alors a posteriori, c'est déjà bien de le diagnostiquer, hein, ça c'est la valeur de lucidité, et puis c'est bien de revenir vers la personne, et même si, entre guillemets, le mal est fait, au moins de savoir reconnaître qu'on n'a pas été l'accompagnateur qu'on voulait être, qu'on n'a pas été celui qui respecte comme on aurait voulu respecter la personne, et que donc, voilà, on progresse. Alors, heureusement, la relation, c'est quand même nourrie de ça et n'est pas allée jusqu'à la rupture, mais voilà, on peut avoir de très bonnes intentions et puis en fait on réalise mal, quoi. Et c'est tout le temps comme ça. Oui, je voulais vous demander comment vous faites pour éviter ce que j'appellerais les fausses valeurs ou les valeurs contraires ou les valeurs fantômes. On a tous fait cette expérience de parler avec quelqu'un qui vous dit sur un ton très convaincu que ce qu'il trouve essentiel, c'est la vérité, et il vient de vous balancer un bobard. Est-ce qu'il y a des techniques, est-ce qu'il y a des approches
qui permettent effectivement non pas de balancer les valeurs qui seraient idéales ou qui feraient bien dans le tableau, pour voir quelles sont les vraies valeurs au fond de la personne. Ça peut être pour moi-même ou pour mes collaborateurs. Je fais un petit chapeau sur ta question. La question se posait tout à l'heure de est-ce qu'on est transparent sur ces valeurs et est-ce qu'on les dit ou est-ce qu'on les braille tous les matins en arrivant au bureau ou dans des réunions. En fait, chez HLU, déjà, en tant qu'association, on a fait un peu les deux. En fait, on a partagé nos systèmes de valeurs entre collègues uniquement avec si c'était confortable. Enfin, si c'est confortable et s'il y a un niveau de confiance suffisant, on peut le faire. S'il n'y a pas de confiance, vaut mieux pas sortir du bois. En fait, ça, c'est mon avis. Et deuxièmement, effectivement, il y a très souvent un gap entre ce que des personnes peuvent dire et ce qu'elles vont réellement faire. Et moi, je suis très vigilante sur l'application des valeurs dans le monde du leadership pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, qui est les travaux en psychologie du dirigeant montrent qu'on trouve une surreprésentation de profils manipulateurs, machiavéliques, psychopathes et d'autres dans ces environnements-là. Donc, et ça marche dans les deux sens. Effectivement, la personne qui écoute un discours lénifiant ou celle qui va en produire un, voilà, qui va manipuler les mots, les valeurs, qui a des contre-valeurs même à un certain point, mais va dire exactement le contraire. Donc, en fait, pour résumer, ce que j'essaye de dire, c'est l'essentiel est invisible pour les yeux ou pour les oreilles. C'est-à-dire qu'on peut lire tout ce qu'on veut ou écouter tout ce qu'on veut. La véracité ou l'authenticité d'une personne, ça se ressent. Ouais. Et donc, bien évidemment, il ne faut pas arriver dans une dérive où les valeurs sont utilisées pour faire du marketing pipeau. Voilà, c'est quand même pas le but. Le but de départ, en tout cas chez HLU, c'est d'essayer de viser une authenticité, un alignement dans l'action. Et donc, ça ne peut pas répondre aux envies manipulatoires de certains. Enfin, je vais dire ça comme ça. Voilà. Oui, je veux juste compléter par rapport à ça. Je pense que, et Karine l'a dit, il n'y a pas de hiérarchie dans les valeurs. Donc, c'est pas parce que je vais dire ma valeur, c'est ça, que je suis mieux que vous. C'est vraiment le respect des uns et des autres, chacun son système de valeurs. Ça, c'est le premier point. Second point, mais on va pas tous crier tous les matins, moi, j'aime la vérité. Parce que vous ne l'aimez pas. Tout le monde aime ces valeurs déclaratives inspirantes. Ce qu'il faut faire, c'est walk the talk. C'est les gens voient si vous êtes aligné, cohérent. Et en fait, il y a un mot qui permet d'habiller tout ça, c'est l'authenticité. Voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de valeurs qui sont mieux que les autres, mais est-ce que tu es authentique? Est-ce que tu agis en fonction de tes propres valeurs? Et c'est cette sincérité-là qui permet d'avoir une connexion honnête l'un à l'autre. C'est aussi de définir ce dont on a envie de voir et d'advenir, des relations professionnelles qu'on a envie de faire, de vivre. Bien sûr, on est habitué à beaucoup de manipulations, à observer beaucoup de manipulations, d'avoir des comportements qui sont vraiment relèvent de wishful thinking, mais dans la réalité, c'est pas du tout ça. Donc, c'est en faisant comprendre que, en fait, on n'a plus envie de ce type de leadership. Il y a tellement de personnes qui veulent plus ce leadership masculin qui écrase. Désolée à tous les hommes qui sont là. Je pense qu'on peut pratiquer un autre leadership en étant homme ou femme, c'est peu importe. Mais le leadership, je vais l'appeler différemment, patriarcal, si ça s'appelle plus. C'est ce leadership écrasant, sans respecter l'autre, qui veut juste dominer. Je pense que ça relève du passé. Maintenant, on veut... Oui, mais dans l'imaginaire, je pense qu'on aspire à autre chose. Mais maintenant, il faut le prouver qu'on peut être un dirigeant sans vouloir écraser les autres, en tenant compte des intérêts des autres et en essayant de les faire converger au mieux. Voilà un beau chantier pour l'année 2025, qui est bien actuel aussi. Je voulais donc vous partager, s'il n'y a pas de nouvelles questions, quelques éléments rapidement, hein, et ensuite on peut poursuivre autour du café. Donc, vous dire que ce parcours du cœur aux actes que Cyril et Mira ont vécu dans la première promotion, il a quelques caractéristiques.
c'est un programme, là encore, qui a été nourri de recherches en sciences humaines et sociales et qui a été l'objet de programmes de recherche-action. Donc, pour les plus curieux, ces publications sont sur le site web et sur la table derrière, notamment de publications en sociologie de transition, en gouvernance d'entreprise et en sociologie des relations, puisqu'on a abondamment parlé de la relation du dirigeant à toutes les personnes qui l'entourent. Et que la pédagogie, du coup, est fondée sur, non pas un cours descendant avec des experts qui viennent déclarer quelque chose, mais sur de l'immersion dans les réalités vécues d'autres dirigeants. Donc, on va visiter des usines, on va discuter avec le dirigeant, on va rencontrer ses collaborateurs, on s'immerge dans sa réalité pour ressentir quelque chose et, nourri de ses émotions, les réfléchir et passer aux actes. De l'entraide entre les participants et donc un voyage sur plusieurs territoires très contrastés qui, là encore, nous permettent de mieux comprendre différentes facettes de notre réalité et de notre futur. Parce que je pense que les germes du futur sont déjà dans le présent, j'enfonce une porte ouverte, mais en comprenant mieux précisément ce qu'on voit et ce qui est en train de se passer, on progresse aussi en prospective. Donc le but du parcours, c'est aussi d'aider des dirigeants à développer leurs pattes prospectives des signaux faibles et prospective stratégique. Grosso modo, c'est très sympa, c'est 2 jours tous les 2 mois, il y a plein de thèmes, des experts variés, des dirigeants témoins, et à la fin, on n'a pas un diplôme, puisqu'on a un programme non certifiant, mais on a quand même un joli open badge qu'on peut mettre sur son LinkedIn si on veut. La prochaine promo commence en septembre 2025. Que vous dire de plus? Les grands domaines d'application de ce qu'on y fait, c'est faire évoluer la stratégie de son entreprise, repenser son innovation. On a même un module qui s'appelle « Innover avec le cœur ». Donc, en général, ça surprend, parce que quand on dit innovation, on va penser techno, high-tech, machin. Innover avec le cœur, quelles sont les lignes rouges éthiques qu'on met dans l'innovation, comment on fait de l'innovation au service des besoins de ses clients et de ses bénéficiaires. Et développer un réseau, des rencontres, sortir un peu de son entre-soi ou de son milieu de vie habituel, et notamment aller rencontrer des entreprises sociales, des assos, d'autres dirigeants de très grosses boîtes si on est dans une petite boîte ou l'inverse, bref. Les thématiques du parcours, ça commence par une montée à bord, un temps de dialogue et une approche par les valeurs pour commencer par réfléchir à soi-même avec Karine. Et ensuite, on a un premier module qui est un module sur la connaissance de soi en relation avec les autres, intuition, émotion, qualité de relation. Ensuite, on a un module sur l'économie et dans une planète vivante. Quels sont les liens entre économie productive et système vivant, écosystème, limite planétaire. Un module sur le pouvoir, puisqu'un dirigeant est un être de pouvoir, même s'il s'en cache, ce sont souvent quand même des animaux de pouvoir, si je peux les appeler comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait de ce pouvoir? Comment il structure le pouvoir? Comment il fait évoluer la gouvernance vers des modèles un peu pionniers? Un module sur le courage d'être soi en tant que dirigeant, avec ses grandes forces et parfois ses limites, donc un module d'alignement personnel, et un module aussi où on essaye de bazarder un peu ce qu'on appelle le faux self en psychologie. Quand on atteint un certain âge, c'est quand même pas mal de revoir sa position de vie. Donc ce module sur innover avec le cœur et sur ce que tu disais, Mira, tout à l'heure, des dilemmes éthiques. Déjà, faut-il savoir qu'il y a une question éthique? Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Un module sur la sociodynamique. Alors, sur le cœur collectif, tout à l'heure, Cyril a beaucoup parlé d'intelligence collective, mais au fond, et vous l'avez compris, avec le dialogue par les valeurs, on essaye de relier les gens non pas qu'avec les idées, mais avec autre chose que les idées, qui peut être du domaine de la conviction, de l'énergie personnelle. Un module sur la comptabilité en performance globale, comptabilité en triple capital, puisque si l'entreprise ne fait que des euros, c'est déjà pas mal, mais elle peut mieux faire. Et puis, un module sur arriver à garder de l'énergie dans la durée pour la suite. Donc ça, c'est pour vous donner une idée des contenus, vous donner une idée des personnes avec qui vous pouvez en parler. Sandy Boitusa présente ce matin et Romain qui sont là, qui sont 2 piliers de l'assaut. Voilà. Je vous remercie pour leurs activités. Et vous dire, c'est pas sur les slides, merci d'être là, mais surtout, vous proposer et vous inviter à revenir pour notre prochain petit déjeuner thématique HLU qui sera sur la prospective stratégique le 20 mai prochain, avec un invité d'honneur, Philippe Dacosta, le président de la Croix-Rouge française. Philippe témoignera de pourquoi il a créé un comité d'orientation prospective comme organe statutaire au sein de la Croix-Rouge pour nourrir les réflexions d'un conseil d'administration. Et je me dis que beaucoup de grandes entreprises et petites seraient bien avisées de faire pareil, la prospective au service de la stratégie, de bien entendu mieux comprendre quels sont les grands risques futurs auxquels la Croix-Rouge réfléchit déjà et auxquels elle est confrontée, puisque chez les dirigeants, il y a souvent un déni du risque, plus fort que dans la population générale, c'est ce qu'on appelle le biais de surconfiance. Bon. Et donc, une propension à ne pas vraiment prendre le temps nécessaire à regarder différentes familles de risques pour pouvoir les adresser.
Et enfin, des témoignages concrets de dirigeants qui font de la prospective, et qui l'utilisent au quotidien, et de spécialistes de la prospective. Et notamment, on aura Thomas Gauthier, qui est enseignant-chercheur à l'EM Lyon, qui a monté une chaire de prospective et qui enseigne la prospective dès le master, là encore, comme un socle clé de compétences pour les leaders de demain. Voilà, donc j'espère que ça vous fait envie comme menu et qu'on vous retrouvera le 20 mai prochain. Merci à tous.